Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du FRIC. Le FRIC, c'est le Front républicain d'intervention contre la corruption. Et vous nous dites ce matin que vous portez plainte contre Richard Ferrand. Pourquoi ? Absolument. Déjà, juste une petite allusion. À Vannes, Richard Ferrand était présent, donc je vais faire une vanne. Il n'est pas clair, bon Ferrand. Voilà, c'est dit. Oui, alors plus sérieusement, donc on a décidé de porter plainte le week-end dernier. La plainte va être déposée officiellement vendredi au parquet de Brest, parce qu'on a étudié effectivement sur le côté pénal qu'est-ce qu'on pouvait faire, puisque c'est pas de l'argent public, c'est pas un détournement d'argent public. Donc on s'appuie sur l'article L820-4 du Code du commerce. On a la même chose, l'équivalent au niveau du Code de la mutualité, à savoir que le conseil d'administration aurait dû demander l'avis du commissaire aux comptes pour savoir s'il y avait un problème par rapport effectivement aux liens familiaux qu'il y a entre M. Ferrand et sa compagne. Mais pour être très clair, c'est une plainte pourquoi ? Sur quel chef d'inculpation ? Sur le L824, c'est-à-dire que la conclusion, si effectivement notre plainte prospère, il pourrait être condamné jusqu'à 5 ans de prison avec 75 000 € d'amende. On aimerait comprendre votre intention derrière tout ça. Quel est le message ? Vous dites, la justice n'a pas fait son travail, alors on va le faire pour elle ? Alors le parquet de Brest, je pense qu'il n'a pas fait son travail, mais je crois le parquet de Brest se réunit cet après-midi pour faire une annonce. Alors peut-être que ça a un rapport avec ça. Il pourrait qu'il y ait une enquête, on ne le sait pas encore, mais voilà. c'est une hypothèse. Je crois que ça aurait été beaucoup plus judicieux de la faire. Comme ça aurait peut-être permis soit d'éclaircir complètement, soit de voir qu'il y a un problème et qu'on va essayer de le régler. Alors, en dehors du côté juridique, c'est un côté éthique, puisqu'on est en plein projet de loi de moralisation de la vie politique, et le plus proche collaborateur, si je peux appeler ça comme ça, M. Ferrand, est imbriqué dans cette affaire-là. Lui, sa femme, son fils, son ex-femme. Une fois encore, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'enquête judiciaire. C'est pour ça que, justement, notre association a décidé de porter plainte pour qu'au minimum, si le parquet ne souhaite pas faire d'enquête préliminaire, il soit obligé de le faire. Hier, sur ce plateau, on avait une magistrate qui nous disait il faudrait que pour chaque affaire qui sort comme ça dans la presse, une enquête préliminaire soit systématiquement ouverte. Ça permettrait de dissiper tout soupçon, et pour les politiques mises en cause, et pour la justice. Absolument. Ça éviterait justement qu'on ait un feuilleton un peu à la Fillon, et on a vu le résultat. Donc, si M. Ferrand, dans l'intérêt de son mouvement, du président de la République, vu les problèmes qui sont évoqués, aurait dû démissionner pour peut-être revenir un peu plus tard. Soit, effectivement, comme vous le dites, qu'il y ait une enquête préliminaire qui est diligentée, de telle façon qu'on lève tout soupçon. Là, on a une défense en disant c'est moral, c'est légal, et de toute façon, je fais confiance aux électeurs qui décideront. C'est la même défense que M. Fillon, et c'est pas sérieux comme défense. Voilà, c'est pour ça que, vu le contexte, on a décidé de porter plainte pour qu'au moins cette question soit abordée très rapidement, avant les élections législatives, et surtout avant, même si le calendrier de la loi de moralisation a changé 2 fois. Alors, on sent bien que là, il y a l'amateurisme ou alors une réaction rapide en fonction des événements. On va reparler de la loi dans un instant, mais par rapport à l'affaire Fillon, là, c'est vrai que pénalement, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas pénal, mais moral. La justice, elle a le temps de s'intéresser à la morale quand on voit les dossiers qui dépassent et de loin les têtes des juges depuis des années, des années. Notre association a 2 ou 3 affaires qui sont étudiées par le parquet national financier depuis le mois de novembre dernier. On nous a dit que ce n'était pas rapide. Évidemment, quand c'est des affaires qui touchent des politiques très importants, c'est un peu plus rapide. Mais alors, quand c'est le parquet de Brest, parce que le PNF, c'est normal qu'il se dégage de cette affaire, il n'y a pas de détournement de fonction. Mais par contre, le parquet de Brest aurait dû, dans une étude un peu plus sérieuse qui demandait un peu plus de temps, de vérifier ce que la presse a découvert, puisqu'on en apprend pratiquement tous les jours. Ça veut dire que le parquet n'a pas bien fait son boulot ? Absolument. Mais pourquoi ? Parce qu'on lui a demandé de pas le faire ? Je ne dis pas que le parquet est aux ordres du gouvernement, mais est-ce qu'il est vraiment indépendant ? Est-ce qu'il n'y a pas des pressions qui ont fait qu'on s'est dépêché d'enquêter l'affaire ? Quand vous dites qu'on s'est dépêché, vous avez des éléments qui l'affirment ? On a quelques éléments, si vous voulez, mais ce n'est pas probant. On ne va pas les utiliser parce que ce n'est pas suffisant. Mais on a aussi des mutualistes qui, depuis que l'affaire a été lancée par notre association, hier en l'occurrence, on a reçu une quinzaine de mutualistes qui veulent se porter aussi dans l'affaire parce qu'ils considèrent qu'à la fois il y a un préjudice vis-à-vis d'eux-mêmes et qu'ils avaient connaissance d'un certain nombre d'autres faits liés aux activités de M. Ferrand. C'est-à-dire ? Pour l'instant, nous ne les avons pas vus en direct. C'est des messages qui nous sont arrivés sur notre blog. Donc, il faut les étudier. Il ne faut pas non plus lancer les choses comme ça. Vite, évidemment, ce matin. Mais en dehors du cas de M. Ferrand, nous avons 2 autres cas aussi qui, probablement, l'un dans la presse, l'un par nous, touchent des hommes très, très importants du gouvernement. Donc, c'est vrai que lorsque le Premier ministre a décidé
de nommer un certain nombre de ministres, il a pris un peu plus de temps que d'habitude. Il aurait dû, à mon avis, prendre encore plus de temps parce qu'on a découvert assez facilement qu'il s'est passé des choses, par exemple au Havre, hein, je cite personne, mais vous voyez qui je veux dire, et qu'à Lyon aussi, il se passe des choses. Attendez, ce sont Oui, des c'est des accusations soupçons, graves. mais vous appuyez Nous avons- sur quoi? Parce que nous avons des dossiers. Ce sont des attaques qui peuvent sembler... Non, c'est pas. Non, on a reçu des dossiers de gens a priori très fiables qui nous disent qu'il y a un certain nombre de dérives. Donc on est en train de les vérifier. Mais si vous voulez, ce genre Ce n'est d'affaires... pas acté aujourd'hui, ce sont des Non, soupçons. ce n'est Pour pas- être très clair pour ceux qui nous regardent. Absolument, absolument. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Mais simplement, tout ce contexte de l'affaire Fillon, puis Leroux, puis maintenant Ferrand, fait que les langues se délient et que des informations arrivent à des associations comme la nôtre. Un tout petit mot sur cette loi de moralisation de la vie publique qui sera donc présentée finalement cet après-midi. S'il y avait une mesure, en tout cas la mesure numéro 1 à mettre en place, ce serait quoi? Bon, pour moi, il y en a deux. C'est l'interdiction du cumul, pas simplement des mandats, mais des fonctions. Parce que quand vous voyez Richard Ferrand, quand il était conseiller régional pendant les faits dont on vient de parler, il avait 9 fonctions à l'aéroport de Quimper, enfin j'en passe et des meilleurs, donc il n'avait pas le temps. Et l'autre, c'est le volet répressif qui, je trouve, dans le projet de loi, est absolument quasiment absent, parce que je souhaiterais, nous souhaiterions, à travers notre association, que un volet répressif, comme il existe en Suède, enfin dans les pays scandinaves ou en Angleterre, qu'un élu qui se fait rembourser indûment une note de frais supérieure à 10 euros à ce qu'il a le droit de faire, eh ben, il perd son mandat. Chez nous, il faut rajouter beaucoup de zéros pour qu'on commence à s'intéresser. Donc, c'est une dissuasion beaucoup plus importante par des sanctions, et notamment par l'inéligibilité à vie si l'élu est pris les mains dans la confiture pendant l'exercice de son mandat. Merci beaucoup, Jean-Luc Touly, d'être venu nous voir sur le plateau d'LCI.